Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Discours du président congolais Félix Tshisekedi le 21 septembre à la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président en exercice de l'Union africaine a notamment plaidé pour la réforme de cette organisation internationale. La transition politique demeure fragile au Soudan 2 ans après la chute du président Omar el-Béchir. Une tentative de coup d'État a été déjouée le 21 septembre par les forces de sécurité, un putsch attribué à des partisans du chef de l'État déchu. Et la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les insuffisances et les inégalités flagrantes des systèmes de soins de santé du continent africain. Cette problématique était au cœur du sommet sur l'investissement pour la santé en Afrique qui s'est tenu le 20 septembre. Il était parmi les premiers à s'exprimer à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président congolais Félix Tshisekedi, aussi président en exercice de l'Union africaine, a tenu un discours ce mardi 21 septembre à la tribune de l'ONU. Il a notamment plaidé pour une réforme de cette organisation pour assurer le maintien de la paix dans le monde, mais aussi pour une meilleure représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutons un extrait de son discours. Je ne saurais terminer mon intervention sans rappeler une fois de plus la sempiternelle problématique de la réforme de l'ONU et de la représentation de l'Afrique au sein de son Conseil de sécurité. On ne l'aura jamais assez répété. Il s'agit d'une question d'efficacité de l'ONU et de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. En vérité, la revitalisation de l'ONU, retenue pour nos discussions au cours de cette session, est aussi à ce prix. Les Nations unies commettraient une faute politique grave en restant toujours dans la rationalité des rapports de force issus de la guerre mondiale de 1940-45, il y a 76 ans. À ce sujet, je réitère la position commune africaine arrêtée par les chefs d'État et de gouvernement, contenue dans le consensus d'Ezulwini et dans la déclaration de Sirte. Il s'agit de représenter l'Afrique par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et de 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. Également dans l'actualité, nouvel épisode dans le feuilleton des tensions diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. L'Algérie a décidé ce mercredi 22 septembre de fermer son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, mais aussi à tous les appareils immatriculés au Maroc. Cette décision émane du Haut Conseil de sécurité algérien après l'examen de la situation aux frontières avec le Maroc. Rappelons que les relations déjà difficiles entre le Maroc et l'Algérie se sont récemment dégradées, notamment en raison de l'épineux dossier du Sahara occidental et de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, alors que l'Algérie soutient la cause palestinienne. La page de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir est-elle réellement tournée? La question se pose après la tentative de coup d'État déjouée par les forces de sécurité le 21 septembre. Un putsch attribué à des partisans de l'ancien chef de l'État déchu. Toutefois, les sources militaires se veulent rassurantes et indiquent que la situation est sous contrôle malgré les difficultés de la transition politique. Les explications de Mildred Diamou.
Des officiers islamistes de l'armée soudanaise ont tenté de prendre le pouvoir à Khartoum le matin du 21 septembre 2021, mais leur tentative a été déjouée par les forces de sécurité. Le coup d'État, qui serait orchestré par des militaires de l'ancien président Omar el-Béchir, visait à contrôler le commandement général de l'armée soudanaise, les bâtiments officiels des médias d'État et les ponts reliant les trois parties de la capitale Khartoum. La tentative de coup d'État avait été orchestrée par des éléments à l'intérieur et à l'extérieur des forces armées affiliées à l'ancien régime d'Omar el-Béchir. Ce qui s'est passé n'arrêtera pas la marche du changement et ne sera qu'une éclaboussure supplémentaire dans la grande vague de la révolution. Avec cette nouvelle tentative de putsch, la transition du Soudan est à nouveau fragilisée dans un contexte marqué par des difficultés socio-économiques. En mars 2020, le Premier ministre Abdallah Hamdok avait déjà échappé à une tentative d'assassinat à la bombe. 21 militaires ont été arrêtés et les autorités ont fermé le principal pont sur le Nil, reliant Khartoum à Omdurman. Des militants de paix ont lancé une campagne contre le Conseil souverain de transition, alors que l'organe rejetait les appels à purger l'armée des officiers islamistes qui avaient tenté de s'emparer du pouvoir en juillet 2019. Cette tentative de coup d'État intervient un an, jour au jour, après la tentative d'assassinat du Premier ministre soudanais. Donc cela démontre tout à fait que la page de Omar Béchir n'a pas été tournée définitivement au Soudan. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour le Soudan d'arriver à une transition démocratique en essayant d'occulter toutes les violations massives des droits de l'homme qui ont été perpétrées sous le régime de Béchir, ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui de juger Béchir et d'aller vers une tentative de réconciliation nationale. Il est évident qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit accompagner le Soudan dans le cadre de cette transition démocratique. Malheureusement, aujourd'hui, le Soudan ne fait pas partie de l'agenda politique international, malgré le rapprochement et les garanties apportées par le pouvoir en place à Khartoum, notamment la laïcité de l'État et également le respect des droits des femmes. Il faut aller très vite vers le désarmement des cœurs et des esprits pour que le Soudan puisse entamer une transition démocratique la plus redoutable et la plus solide. Malgré la reprise du contrôle des villes par l'armée nationale, le Premier ministre Abdallah Hamdok indique la nécessité de réformer l'appareil sécuritaire afin de protéger la transition. Pour l'heure, les autorités militaires travaillent pour renforcer les mesures sécuritaires. L'importation des vaccins coûte cher à l'Afrique, pourtant la vaccination reste nécessaire pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses. La possibilité de produire des vaccins sur le continent africain est devenue un enjeu majeur, notamment à l'heure de la pandémie de Covid-19. Le sujet a été abordé au sommet de l'investissement pour la santé en Afrique qui s'est tenu le 20 septembre, un sujet de Philomène Tine. L'Afrique perd 250 millions d'enfants par an à cause du fardeau des maladies. Celles-ci peuvent être pourtant évitées grâce à des vaccins. Vu l'insuffisance de la production pharmaceutique locale, le coût annuel d'importation de médicaments sur le continent s'est élevé à 20 milliards de dollars en 2018, selon le secrétariat exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, CEA. Par ailleurs, la crise sanitaire du coronavirus doit pousser l'Afrique à produire lui-même ses vaccins. La Covid-19 a été un très grand défi, mais aussi l'occasion de tirer des enseignements. Tout d'abord, l'importance d'un financement local qui soit suffisant, ou national qui soit suffisant. Nous comprenons qu'il est impératif de munir nos systèmes sanitaires et nos institutions continentales des compétences dont ils ont besoin et du savoir-faire. Nous avons compris qu'il était nécessaire de renforcer les capacités de l'Afrique. La santé de l'Afrique a été tributaire à l'appui extérieur, à en croire les autorités et spécialistes. Pour pallier cela, l'Afrique devrait fabriquer des médicaments et vaccins rien qu'avec de nouveaux investissements. À cet effet, la CIA envisage de mettre en pratique des idées afin de parvenir à accroître la production de médicaments, notamment à travers la mise en place de la ZLECAf. Avec les bonnes institutions, la plateforme d'approvisionnement en médicaments, l'AMA, et avec des entreprises qui portent le regard vers l'avenir, nous pourrons déterminer où se situe le fardeau des maladies.
et si on crée un système d'institutions. Il faut tirer des enseignements de l'UNICEF, de la Gavi, pour que les Africains puissent s'assurer de faire partie d'une chaîne d'approvisionnement mondiale. C'était l'objet de l'ECAF. Investir dans le secteur sanitaire africain dans le but de sauver des vies, créer des emplois, réaliser des bénéfices, c'est à cet effet que le sommet de l'investissement sur la santé en Afrique a été convoqué. Ainsi, l'Afrique se réunit et s'adresse au monde entier dans le but de relever les défis sanitaires auxquels fait face le continent en misant sur des solutions africaines. La Zambie poursuit sa lutte pour un meilleur système de santé. Le gouvernement a déployé des efforts considérables dans un plan stratégique de santé 2017-2021. Ainsi, plus de 200 agents du corps médical ont été formés pour améliorer les soins de santé délivrés aux citoyens zambiens, des soins qui concernent notamment la prévention de la perte auditive, un sujet de la rédaction. La Zambie entend lutter contre la surdité en palliant au déficit de spécialistes. Plus de 200 infirmières, agents cliniques et agents de santé communautaire ont été formés. Ce vivier vient s'ajouter aux 5 spécialistes ORL des maladies des oreilles, du nez et de la gorge que comptait jusqu'à présent le pays pour 17 millions d'habitants. Une initiative importante qui a permis de diagnostiquer la pathologie dont souffrait Memory, une enfant de 3 ans qui se plaignait de maux aux oreilles. Je voulais aller chercher des médicaments. C'est à ce moment-là qu'on m'a dit qu'il y avait une infirmière à Pula qui travaillait sur les oreilles. Sans hésiter, je suis allée à la clinique. C'est ainsi que l'infirmière a examiné Memory. Elle a détecté les problèmes d'oreille et lui a donné des médicaments. C'est l'infirmière Carole Sinkende, récemment formée, qui s'est occupée de Memory. L'enfant avait une perforation à l'oreille gauche, mais depuis que j'ai commencé à voir cet enfant, j'ai remarqué que la perforation a diminué en raison du médicament que nous lui donnons, ce qui indique que l'enfant va réellement mieux. Depuis la fin de sa formation, Carole Sinkende a aidé plus de 600 patients avec des dépistages et des traitements. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 5 dans le monde vit avec une perte auditive. Près de 80% d'entre elles se trouvent dans des pays dépourvus de services de soins auditifs appropriés. Le championnat d'Afrique des nations féminins de basketball Afro-Basket se poursuit au Cameroun. La compétition entre dans la phase des quarts de finale qui débute ce jeudi 23 septembre. Notre journaliste sportif José Douglas nous a rejoint sur le plateau pour en parler. Bienvenue José. Merci Gladys. Alors on débute avec vous, avec les résultats de ce mercredi 22 septembre et le programme des quarts de finale. Exactement, le choc entre pays nord-africains, Égypte, Tunisie, c'est l'Égypte qui finit par l'emporter avec 49 points d'écart. 85-36 Angola, Cap-Vert, 82-65 pour l'Angola. Côte d'Ivoire écrase aussi la Guinée, 81-50, un point d'écart, 31 je dis bien. Et puis le Kenya qui s'incline devant le Mozambique, 50-72. Alors les programmes des quarts de finale de ce jeudi 23 à 12h GMT, Nigeria, Côte d'Ivoire, 15h GMT, Sénégal, Mozambique, 18h Cameroun, Égypte. Et le dernier match, ce sera à 21h GMT, Mali-Angola, demi-finale ce vendredi pour le Carré d'As, Gladys. Un gros plan sur le Sénégal qui a fait forte impression. Est-il favori ? Bien écoutez, c'est la question que nous nous posons. Il y a beaucoup de favoris dans ces quarts de finale, mais disons que le Sénégal est quand même très 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 fort encore cette année. Les Lions de la Teranga, regardez ce match. Justement, c'était face à la Guinée. Le Sénégal qui est en blanc face à une équipe guinéenne nettement inférieure et la machine sénégalaise qui dévore tout sous son passage. Alors, je vous propose d'écouter quelques réactions. Le sélectionneur de la Guinée, Ousmane Tafsir, après le match. On s'attendait à jouer contre une grosse équipe quand même du Sénégal. Oui. Et ça n'a pas raté. Hein. Ils ont été présents. Bon, nous, on n'a pas été trop présentes, mais on s'attendait à ça. C'est inquiétant. Mais on s'attendait parce que bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un collectif pour le moment, malheureusement. La capitaine de la Guinée, Kadi Baye, après la rencontre contre le Sénégal. On n'est pas venu pour gagner le Sénégal. On est venu pour les autres matchs, pour prendre les autres matchs, mais pas le Sénégal quand même. Et cette fois, eh bien, retour aussi sur le match Sénégal-Égypte. Le Sénégal est cette fois en vert. Les Égyptiennes ont tout tenté, mais le Sénégal
était encore trop fort avec ses joueuses expérimentées, grandes de taille et qui joueraient les contres très vite. Le sélectionneur du Sénégal, Moustapha Gaye, après le match contre l'Égypte. Comme je disais il y a quelques mois, nous sommes en transition et nous avons besoin de donner aux jeunes qui arrivent une mentalité de gagneur. Les gagneurs, il faut qu'on aille à la Afrobasket avec des intentions de compétition. Vraiment, je pense qu'ils ont bien dit le message. À la limite, ils en ont trop fait. Il fallait canaliser l'énergie un peu pour être beaucoup plus efficace. Et je pense qu'on est arrivé à les maîtriser en deuxième temps et le jeu était meilleur. Autre réaction, c'est celle de la capitaine, la géante sénégalaise, Mam Marie, qui a participé à la dernière édition, mais le Sénégal avait perdu en finale. Écoutez ce qu'elle dit. On est en 2021, on est au Cameroun, c'est notre Coupe d'Afrique. Maintenant, voilà, c'est notre game. C'est relancer, la Coupe est relancée, tout est possible. À nous de faire le nécessaire, de se concentrer et d'être déterminés dans ce qu'on va faire. C'est ça l'essentiel. Et quelques séquences des meilleurs moments de la compétition, José? Oui, c'est pour vous, qui êtes une ancienne basketteuse, que nous avons choisi ces quelques belles images. D'abord, face au Mali, regardez cette action tunisienne, ou encore tout à l'heure aussi, dans cette partie, nous allons voir lancer ou un shoot de 3 points par les Tunisiennes, qui sont assez bien quand même. Hein. Regardez ce lancer, voilà, donc de 3 points. Puis nous avons aussi une image sur Mozambique qui est en rouge. Le Mozambique face au Nigeria, donc avec cette pénétration dans la raquette. Mais le Nigeria répond assez rapidement pour aller aussi marquer son point, ou ses points plutôt. Donc regardez, ça va très vite. Gladys, je crois que vous couriez aussi vite, hein, Gladys. Hein. Vous avez fait mieux, hein? Non, Gladys, je voulais vous proposer ces quelques images. Je sais que vous étiez très forte en basket. C'est dommage que vous ayez dommage que vous ayez arrêté quand même. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.